Je suis David, j'ai 35 ans, et mes parents ont choisi un bateau en fibre de verre, plutôt que la capacité de ma fille de 7 ans à marcher. Avant de vous raconter comment j'ai fini par posséder leur maison, ce bateau, et par les expulser de cette vie qu'ils aimaient plus que leur propre famille, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, il faut d'abord comprendre la peur. La vraie peur, ce n'est pas un film d'horreur. La vraie peur, c'est l'odeur de l'antiseptique dans un couloir d'hôpital, et le regard sur le visage d'un médecin, au moment où il retire ses lunettes. Je me tenais dans le couloir du centre médical Saint-Jude, les yeux fixés sur les traces d'usure du linoléum. Ma fille, Lily, était dans la chambre derrière moi, dormant d'un sommeil agité. Elle était née avec une pathologie congénitale au tibia, que nous surveillons depuis des années. Mais, il y a 3 jours, elle est tombée dans la cour de récréation. Ce n'était pas une mauvaise chute, juste un simple trébuchement. Mais, quand on a des os comme les siens, un simple trébuchement change une vie. Le docteur Carter est sorti de la chambre, l'air fatigué. C'était un homme bon, le genre de médecin qui ne regarde pas sa montre quand on lui pose des questions. Mais aujourd'hui, il ne me regardait pas avec patience, il me regardait avec urgence. « David », a-t-il dit d'une voix basse. « Nous avons une fenêtre d'intervention. La fracture a compromis l'apport sanguin à la partie inférieure du tibia. Nous devons opérer pour stabiliser l'os, et faire une greffe dans cette zone. Si nous ne le faisons pas d'ici 48 heures, le tissu osseux va mourir. À ce stade, on ne parlera plus de réparation, mais d'amputation, ou d'un handicap permanent et sévère. Elle boitera pour le reste de sa vie. » J'ai senti le sang quitter mon visage. « D'accord, » ai-je dit, la voix brisée. « Faisons-le. Programmez l'opération. » Le docteur Carter a hésité. « Nous avons vérifié votre assurance, David. Cette procédure spécifique, avec le matériel spécialisé requis, est considérée comme élective selon votre contrat actuel, car il s'agit d'une reconstruction, et non d'une chirurgie d'urgence vitale. L'administration de l'hôpital exige un dépôt. Le coût à votre charge est de 10 000 euros. 10 000 euros. Il aurait tout aussi bien pu dire 1 million. J'étais architecte paysagiste, mais les affaires tournaient au ralenti. Et, depuis que ma femme était décédée il y a 2 ans, je me noyais sous les coups liés à mon statut de parent célibataire. Mes économies étaient épuisées. Mes cartes de crédit étaient au plafond, juste pour garder l'électricité allumée. J'ai besoin de 48 heures, lui ai-je dit. S'il vous plaît, assurez son confort. Je vais trouver l'argent. Je suis sorti de cet hôpital, sous le soleil aveuglant de l'après-midi. Je me suis assis dans mon vieux pick-up Ford, agrippant le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je n'avais pas 10 000 euros. Je n'en avais même pas 1000. Mais je connaissais des gens qui les avaient. Mes parents, Robert et Catherine, vivaient dans une résidence fermée appelée Emerald Hills. C'était le genre d'endroit où l'herbe était tondue avec des ciseaux à ongles, et où les agents de sécurité ressemblaient à des agents des services secrets. Mon père avait fait fortune dans l'immobilier commercial, et il ne laissait jamais personne l'oublier. J'ai conduit directement là-bas. Je n'ai pas appelé à l'avance. On ne prend pas rendez-vous pour une urgence. Quand je me suis garé dans leur allée, je l'ai vu. Garé juste à côté du Range Rover de mon père, se trouvait une Porsche 911 flambant neuve. Elle était élégante, noire, et transpirait l'argent. Elle appartenait à Anthony, mon beau-frère. Il était marié à ma sœur aînée, Sarah. Ils étaient le couple en or. Sarah n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, et Anthony était consultant, ce qui, dans notre famille, signifiait qu'il vivait grâce aux relations de mon père, et dépensait de l'argent qu'il n'avait pas gagné. J'ai garé mon pick-up rouillé derrière la Porsche, le contraste ressemblait à une mauvaise plaisanterie. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ravalé ma fierté, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Ma mère a ouvert. Elle portait un cafetan en soie, qui coûtait probablement plus cher que mon versement hypothécaire mensuel. « David », a-t-elle dit, regardant derrière moi mon pick-up sale. « Nous ne t'attendions pas. Nous organisons une petite célébration. Je dois vous parler, à toi et à papa, ai-je dit. C'est urgent. C'est Lily. » Son expression n'a pas changé. Elle n'avait pas l'air inquiète, elle avait l'air agacée. « Eh bien, entre, mais fais vite. Les traiteurs sont en train de s'installer. »
Je suis entré dans le salon. Il était immense, rempli de meubles blancs sur lesquels on aurait dit que personne ne s'était jamais assis. Mon père se tenait près de la cheminée, un verre de scotch en cristal à la main. Sarah et Anthony étaient prélassés sur le canapé, riant devant quelque chose sur le téléphone d'Anthony. « Eh bien, regardez qui voilà », a dit Anthony, avec un sourire moqueur. L'homme de la classe ouvrière. « Essuie tes bottes, Dave. Ce tapis est un persan. » Je l'ai ignoré. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. « Papa, j'ai besoin d'aide. » Mon père a pris une lente gorgée de sa boisson. L'aide signifie généralement de l'argent, David. Tu connais ma politique sur l'assistanat. Tu as 35 ans. Tiens-toi sur tes deux jambes. Ce n'est pas pour moi, ai-je dit, la voix tremblante. C'est Lily, elle est tombée. Sa jambe. L'os est en train de mourir, papa. Le médecin dit qu'elle a besoin d'une chirurgie dans les 48 heures, sinon elle sera handicapée à vie. L'assurance ne couvrira pas les frais initiaux. J'ai besoin de 10 000 euros. Le silence s'est installé dans la pièce. Pendant une seconde, j'ai cru voir une lueur d'inquiétude dans les yeux de ma mère, mais elle a ensuite regardé mon père. Mon père a soupiré. Il a posé son verre sur le manteau de la cheminée. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air déçu, comme si je lui avais demandé de me passer le sel lors d'un dîner formel. C'est regrettable, a-t-il dit. Vraiment. Mais le moment choisi, David, est impossible. Impossible? J'ai fait un pas en avant. Tu pèses des millions. Comment est-ce possible? Nous venons d'acheter le bateau, a-t-il dit calmement. Je l'ai fixé. Un bateau? Le Golden Years, a-t-il dit, un sourire apparaissant sur son visage. Un azimut de 15 mètres. Nous avons signé hier. L'acompte était substantiel, et notre trésorerie est mobilisée pour les frais d'amarrage, et le nouvel équipage. Nos actifs liquides sont restreints en ce moment. J'ai regardé ma mère. Maman, c'est Lily, ta petite fille. Elle a 7 ans. Ma mère a lissé le tissu de sa robe en soie. Elle évitait mon regard. David, tu dois comprendre. Nous avons des budgets. Nous avons des projets. Si nous te donnons cet argent, nous devrions retarder la fête de baptême du bateau. Nous avons déjà envoyé les invitations. Vous choisissez une fête plutôt que les jambes de Lily, ai-je crié. Le désespoir se transformait en rage. Ne hausse pas le ton dans cette maison, a aboyé mon père. C'est exactement pour cela que tu galères, David. Tu ne prévois rien. Tu laisses les urgences dicter ta vie. Peut-être que c'est une leçon. Une leçon, ai-je chuchoté. Oui, a renchéri ma mère, retrouvant sa voix. Elle a pris ce ton doux et condescendant qu'elle utilisait quand elle voulait paraître sage. L'adversité forge le caractère, mon chéri. Si Lily boite, eh bien, cette boiterie lui enseignera la responsabilité. Cela lui apprendra que le monde n'est pas parfait. Ce pourrait être une bonne chose pour elle d'apprendre à surmonter les obstacles. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle a 7 ans. Elle n'a pas besoin d'apprendre la responsabilité en devenant handicapée. Sarah a ri depuis le canapé. C'était un son aigu, et laid. Oh, arrête d'être dramatique, David. Handicapée. Elle aura juste un petit dandinement. Tu exagères toujours tout pour attirer la sympathie. Tu t'en sortiras. Tu trouves toujours un moyen de joindre les deux bouts. Anthony a ricané, faisant tourner les glaçons dans son verre. Ouais, Dave. Vends peut-être ce pick-up, même si je doute que tu en tires plus de 500 balles. Je les ai regardés. Ma famille. Mon père, fier de son bateau. Ma mère, prêchant sur le caractère tout en portant des diamants. Ma sœur et son mari, se moquant de ma pauvreté alors qu'ils étaient assis sur des meubles qu'ils n'avaient pas payés. Je ne vous demanderai plus jamais rien, ai-je dit. Ma voix était calme, d'un calme mortel. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que vous avez choisi un bateau. Ne sois pas mélodramatique, a dit mon père, me tournant le dos pour se servir un autre verre. Trouve la sortie tout seul. Je suis sorti de cette maison. Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai fermée doucement. Ce clic du loquet était le bruit d'un pont que l'on brûle.
Je me suis assis dans mon camion et j'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai frappé le volant jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. J'avais échoué. Il me restait 40 heures. Je suis retourné dans mon petit appartement, celui que je louais dans la zone industrielle de la ville. Je devais réfléchir. Je devais trouver quelque chose à vendre. J'ai regardé autour de moi, une télé de 5 ans, un canapé d'occasion. Mon ordinateur était vieux. Même si je vendais tout ce que je possédais, je n'obtiendrais pas 2000 euros. Je faisais les 100 pas, calculant les chiffres dans ma tête, pensant aux organes dont je pourrais me passer pour vivre. Quand on a frappé à la porte, j'ai essuyé mon visage, essayant d'avoir l'air composé, et j'ai ouvert. C'était Caleb. Caleb était mon frère cadet, le plus jeune de nous trois. Il avait 26 ans. Alors que Sarah et moi étions allés à l'université, elle pour l'histoire de l'art aux frais de papa, moi pour l'architecture, Caleb avait à peine terminé le lycée. Il n'était pas porté sur les livres, mais il pouvait réparer n'importe quel moteur. Il travaillait comme mécanicien dans un garage local. Il avait toujours de la graisse sous les ongles, et sentait l'huile de moteur et le vieux café. Mes parents le traitaient comme une erreur. Ils ne l'invitaient jamais au dîner chic. Ils avaient honte de son métier d'ouvrier. « Salut Dave », a dit Caleb. Il avait l'air fatigué. Il portait sa combinaison de travail, son nom brodé en fil rouge sur la poche. J'ai appris. Appris quoi, ai-je demandé, en m'écartant pour le laisser entrer. J'ai appelé maman pour lui demander pour son anniversaire la semaine prochaine. Elle se plaignait. Elle disait que tu étais passé faire une scène pour de l'argent. Les yeux de Caleb étaient bons, inquiets. C'est vrai pour Lily? J'ai hoché la tête, l'épuisement s'abattant sur moi. Ouais, c'est vrai. Elle a besoin d'une chirurgie, Cal. 10 briques, sinon elle perd sa jambe. Caleb n'a pas posé de questions. Il n'a pas fait de discours sur les budgets. Il ne m'a pas dit que c'était une leçon. Il a plongé la main dans la poche profonde de sa combinaison graisseuse, et en a sorti une pile de billets épais et froissés. C'était surtout des billets de 20 et de 10, entourés d'un élastique. Il me l'a tendu. Ce n'est pas 10 briques, a-t-il dit doucement. C'est 800. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. J'ai fixé l'argent. Je savais que Caleb vivait au moins le mois. Caleb, je ne peux pas prendre l'argent de ton loyer. Ce n'est pas l'argent du loyer, a-t-il dit, regardant ses bottes. J'ai vendu mes outils. Mon cœur s'est arrêté. Tu as quoi? J'ai vendu ma servante d'atelier Snap-on, et le scanner de diagnostic, au propriétaire du garage. Il m'a donné du liquide. Caleb, ai-je lâché avec difficulté. Ces outils sont ton gagne-pain. Tu ne peux pas bosser sans eux. Je peux utiliser les outils du garage, a-t-il dit en haussant les épaules, même si j'ai vu la douleur dans ses yeux. Il adorait ces outils. Il avait économisé pendant des années pour les acheter. C'était sa fierté. Ils sont pourris et vieux, mais ils font tourner les boulons quand même. Prends-le, Dave. S'il te plaît, pour Lily. J'ai pris l'argent. Mes mains tremblaient. Mes parents millionnaires ne voulaient pas rater une fête. Mais mon frère, qui gagnait à peine le salaire minimum, avait vendu son avenir pour m'aider. Merci, ai-je chuchoté, en le serrant dans mes bras. Il sentait l'huile et la sueur, et c'était la meilleure odeur du monde. C'était l'odeur de la loyauté. Tu trouveras le reste, a dit Caleb, en me serrant l'épaule. C'est toi, le cerveau de la famille. 800 euros. Il me manquait encore 9200 euros. Mais le sacrifice de Caleb m'a donné autre chose, de la clarté. Je ne pouvais pas abandonner. Je devais aller au seul endroit où j'avais promis de ne jamais mettre les pieds, Mason. Mason n'était pas une banque. Il opérait à l'arrière d'un mont-de-piété en centre-ville. C'était un usurier. Tout le monde le savait. Ses taux d'intérêt étaient illégaux, ses méthodes brutales, mais il avait du liquide. Je suis entré dans son bureau 1 heure plus tard. Ça sentait la fumée froide. Mason était un homme imposant, avec des yeux sans vie. 9200, ai-je dit. J'ai besoin de liquide, aujourd'hui. Mason m'a scruté de haut en bas. Tu es le gars du paysage, n'est-ce pas, David? Oui, je connais ton père.
Mason a souri, révélant des dents jaunes. Un homme riche, un grand promoteur. Pourquoi ne signe-t-il pas le chèque? Ça ne te regarde pas, ai-je rétorqué. Tu peux le faire ou pas? Je peux, a dit Mason. Il a sorti un contrat d'un tiroir. Mais puisque tu n'as pas de garantie, ton pick-up est une épave, sans vouloir t'offenser et les conditions sont rudes. 20% d'intérêt composé par semaine. Premier paiement dans 7 jours. Tu rates un versement? Eh bien, disons que j'ai des gars très créatifs avec des battes de baseball. Je n'ai pas lu le contrat. Je me fichais de l'intérêt. Je me souciais du compte à rebours dans la tête du docteur Carter. Donne-moi le stylo, ai-je dit. J'ai signé l'arrêt de mort de ma tranquillité. Mason a compté les billets. J'ai conduit directement à l'hôpital. J'ai jeté l'argent sur le bureau de l'administration. Les billets de vin graisseux de Caleb se mélangeaient aux centaines craquants de Mason. Faites la chirurgie, leur ai-je dit. Lily est entrée au bloc 2 heures plus tard. Je suis resté dans la salle d'attente pendant 6 heures, les yeux fixés sur l'horloge. Chaque minute semblait durer 1 heure. Quand le docteur Carter est enfin sorti, il souriait. On a réussi, a-t-il dit. La greffe a pris. La circulation est rétablie. Elle va s'en sortir, David. Elle aura besoin de rééducation, mais elle marchera. Elle courra. Je me suis effondré sur la chaise, et j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses, mais de gros sanglots convulsifs. C'était le soulagement, pur et simple. Mais, alors que l'anesthésie du soulagement se dissipait, la réalité a repris ses droits. Je devais près de 10 000 € à un homme violent, avec des intérêts qui s'accumulaient chaque semaine. Mon salaire couvrait à peine le loyer et la nourriture. J'avais sauvé la jambe de ma fille, mais j'avais mis une cible sur mon propre dos. J'ai ramené Lily à la maison 3 jours plus tard. Elle était dans le plâtre, mais elle souriait. Elle ne savait pas que son papa était terrifié à chaque fois que le téléphone sonnait. La première semaine est passée. J'ai péniblement réuni le montant des intérêts, en vendant ma télé et mon ordinateur. Je suis entré dans la boutique de Mason, et j'ai donné l'argent. Ce ne sont que les intérêts, Dave, a dit Mason en comptant. Le capital est toujours intact. À la semaine prochaine. Je suis sorti, le cœur au bord des lèvres. J'étais dans un trou d'où je ne pouvais pas sortir. Je faisais des doubles services, du travail manuel d'aménagement paysager le jour, et je conduisais pour une application de livraison la nuit, en utilisant la voiture d'un ami parce que mon pick-up était tombé en panne. J'étais épuisé. J'étais brisé, et j'étais en colère. Chaque fois que je regardais les réseaux sociaux, je voyais des photos de mes parents sur le Golden Years. Ils buvaient du champagne. Sarah postait des selfies sur le pont. On vit notre meilleure vie. Béni, disait la légende. Ils vivaient leur meilleure vie. J'étais en train de me préparer à me faire briser les jambes, pour avoir sauvé leur petite fille. Je ne le savais pas encore, mais l'univers a un sens de l'humour étrange. Il vous pousse au bord de la falaise, vous laissant suspendu par le bout des doigts, juste avant de décider soit de vous lâcher, soit de vous apprendre à voler. C'était un mardi. J'avais 5 € en poche. J'avais besoin de lait pour Lily, et d'analgésique pour mon dos. Je me suis arrêté à une station-service. J'ai acheté le lait. Il me restait 2 €. Sur un coup de tête stupide et désespéré, j'ai regardé les tickets de loterie sur le comptoir. Je ne jouais jamais. C'était une taxe sur les pauvres, mais j'étais pauvre, et j'étais désespéré. Donnez-moi un méga multiplicateur, ai-je dit au vendeur. Je l'ai gratté là, sur le comptoir, sans rien attendre. J'ai eu le premier numéro, puis le deuxième, puis le troisième. J'ai arrêté de gratter. J'ai regardé le montant du prix. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté de joie. J'ai juste arrêté de respirer. Le vendeur m'a regardé. Ça va, l'ami? On dirait que tu vas t'évanouir. J'ai fixé le ticket. 500 000 €. Ce n'était pas 100 millions. Ce n'était pas de quoi s'acheter une île, mais, pour un homme qui se noie, un canot de sauvetage ressemble à un yacht de luxe. Après impôt, il resterait environ 320 000 €. C'était assez. C'était assez pour payer Mason.
C'était assez pour racheter ses outils à Caleb. C'était assez pour respirer. Je suis sorti de cette station-service, avec le ticket glissé dans ma poche intérieure, contre mon cœur. Je me sentais plus léger, mais aussi plus froid. La peur était partie, remplacée par une clarté tranchante et glacée. 3 semaines plus tard, le chèque a été encaissé. La première chose que j'ai faite a été d'aller voir Mason. Je suis entré avec un sac de sport. Je n'ai pas apporté seulement les intérêts. J'ai apporté le capital, et un petit bonus. C'est fini entre nous, ai-je dit, en vidant le liquide sur son bureau. Mason a eu l'air surpris, puis déçu. Il aimait avoir du pouvoir sur les gens. Tu as touché de l'argent, Dave. Peut-être que tu veux investir? J'ai dit que c'était fini, les jeux coupés. Si tu t'approches encore de moi ou de ma famille, j'appelle les flics. Je me fiche de ce que tu peux me faire, j'ai les moyens de me battre maintenant. Je suis sorti de là, homme libre. La deuxième chose que j'ai faite, a été d'aller au garage où travaillait Caleb. Je ne lui ai pas encore parlé de l'argent. J'ai parlé à son patron, en privé. J'ai racheté chaque outil que Caleb avait vendu, plus un ensemble complet Snap-on haut de gamme. J'ai dit au patron de simplement dire qu'un client anonyme l'avait fait. Je voulais voir le visage de Caleb, pas qu'il se sente redevable envers moi. Mais la troisième chose que j'ai faite. Celle-là était pour moi. J'ai engagé un avocat. Pas un avocat de centre commercial, j'ai engagé Julien. Julien était un requin en costume 3 pièces. Il était spécialisé dans la comptabilité médico-légale, et le droit de la famille. Je me suis assis dans son bureau aux parois de verre, avec vue sur la ville. Je veux protéger cet argent, lui ai-je dit. Je veux créer une fiducie pour ma fille, pour que personne ne puisse jamais y toucher. Et je veux savoir autre chose. Quoi donc, a demandé Julien, tapotant son stylo sur son bloc-notes juridique. Mes parents, ai-je dit. Ils ont prétendu qu'ils ne pouvaient pas m'aider, parce que leurs actifs n'étaient pas liquides. Mais ils dépensent l'argent comme s'il coulait de source. Je veux que vous fouilliez dans leurs finances. Je veux savoir s'ils mentaient, ou s'ils sont réellement fauchés. Julien a haussé un sourcil. Recherche dans les registres publics? Creuser plus profond, ai-je dit. Je suis prêt à payer pour une enquête complète sur leurs actifs. Je devais savoir. C'était une curiosité morbide. Avait-il refusé parce qu'il ne pouvait pas aider, ou parce qu'il ne le voulait pas? Une semaine plus tard, Julien m'a rappelé. Son visage était grave. David, a-t-il dit, en faisant glisser un dossier épais sur le bureau en acajou. Vous avez eu raison d'être curieux, mais c'est pire que ce que vous pensez. Sont-ils fauchés, ai-je demandé. Techniquement, oui. Ils sont endettés jusqu'au cou, a expliqué Julien. La maison d'Emerald Hills a 3 hypothèques. Le bateau est financé par un prêt prédateur. Il se noie dans les dettes pour maintenir une apparence de richesse. Mais ce n'est pas la partie illégale. Mon estomac s'est noué. Illégal? Julien a ouvert le dossier à une page précise. C'était la copie d'un document bancaire. Vos grands-parents, les parents de votre père, ont laissé un fonds fiduciaire à leur mort, il y a 10 ans. Il était spécifiquement destiné aux frais d'éducation et aux urgences médicales de leurs petits-enfants, vous, Sarah, Caleb et Lily. Je connaissais le fonds pour l'université, ai-je dit. Papa disait toujours qu'il le gérait pour nous. Il l'a géré, c'est le moins qu'on puisse dire, a dit Julien d'un ton sec. Il l'a liquidé. Quoi? Il y a 6 mois. La signature sur le formulaire d'autorisation est la vôtre. Ou plutôt, une contrefaçon de la vôtre, de celle de Sarah, et de celle de Caleb. Julien a pointé la ligne gribouillée au bas de la page. Votre père a imité vos signatures, a vidé le compte de près de 200 000 €, et s'en est servi pour la compte du bateau. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Il a volé l'argent de Lily pour acheter le bateau qui, selon lui, l'empêchait de sauver sa jambe. Exactement, a dit Julien. Il a commis une fraude, un détournement de fonds, peu importe comment on l'appelle. Ce bateau vous appartient, David. À vous et à vos frères et sœurs, moralement et légalement. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. La rage que je ressentais auparavant n'était qu'une bougie, celle-ci était un feu de forêt.
Mon père n'avait pas seulement été égoïste. Il avait volé le filet de sécurité que mes grands-parents avaient laissé pour ma fille. Il m'avait regardé dans les yeux, m'avait dit qu'il n'avait pas d'argent, alors qu'il se tenait sur un pont acheté avec l'héritage volé de ma fille. « Pouvons-nous poursuivre ?» ai-je demandé. « Nous le pouvons » a dit Julien. « Nous pouvons porter plainte. Il irait en prison. Les actifs seraient saisis par l'État pour payer les créanciers. Ce serait sale, public et lent. J'ai regardé la silhouette de la ville. La prison était trop douce pour lui. Il jouerait la victime. Il blâmerait le système. Je ne veux pas simplement le poursuivre, ai-je dit doucement. Je veux le battre à son propre jeu. Julien s'est penché en avant, intrigué. Qu'avez-vous en tête? Vous avez dit qu'il a 3 hypothèques. Vous avez dit que le bateau est financé par un prêt prédateur. Qui détient cette dette? Julien a feuilleté les pages. La dette de la maison a été regroupée et vendue à une société de rachat de créances douteuses. Le prêt du bateau est auprès d'un prêteur privé. Puis-je les racheter, ai-je demandé. Julien a marqué une pause. Il m'a regardé, vraiment regardé. Avec vos gains, vous avez assez pour racheter la dette toxique sur la maison. Elle est considérée comme une créance pourrie, vous pouvez donc la racheter pour une bouchée de pain. Vous deviendriez la banque. Vous deviendriez son créancier. Faites-le, ai-je dit. David a prévenu Julien. C'est agressif. Si vous possédez l'hypothèque et qu'il fait défaut. Il fera défaut, ai-je affirmé. Il dépense de l'argent qu'il n'a pas. Quand il ratera un paiement, que se passera-t-il si je possède le titre de créance? Julien a souri, d'un sourire tranchant et prédateur. Vous pourrez saisir immédiatement. Créer une société écran, ai-je ordonné. Donnez-lui un nom corporate et impersonnel. Rachetez la dette, et ensuite, invitons-les à négocier. Je n'allais pas seulement reprendre l'argent. J'allais leur enlever le toit qu'ils avaient sur la tête. Nous avons agi vite. Julien a été efficace. En moins de 48 heures, Phoenix Venture LLC était né. C'était une entité sans visage, un fantôme dans la machine du monde financier. Et elle m'appartenait à 100%. Nous avons contacté la banque détenant la dette toxique sur le manoir de mes parents. Ils étaient ravis de s'en débarrasser. Ils voyaient un prêt à haut risque sur une propriété qui valait moins que sa dette. J'ai racheté la créance pour 250 000 euros. Cela a pris presque tous mes gains, me laissant juste assez pour couvrir la thérapie de Lily, et les dépenses de base. C'était un pari. Si mon père payait, par miracle, je ne serais qu'une banque percevant des intérêts. Mais je connaissais mon père. Il ne payait pas ses dettes, il entretenait ses apparences. 2 semaines plus tard, Julien a envoyé la notification. Phoenix Venture LLC était désormais le détenteur de l'hypothèque. Et nous demandions une révision des conditions, en raison d'irrégularités dans l'historique de crédit de l'emprunteur. Mon père a dû paniquer. Julien m'a dit plus tard que Robert avait appelé le bureau 5 fois en 1 heure. Il était terrifié par la saisie, cela ruinerait son image dans la communauté d'Emerald Hills. Julien a organisé une réunion. Il a dit à mon père que le conseil d'administration de Phoenix Venture était prêt à offrir une bouée de sauvetage, un accord de cession-bail, sale and leaseback. En gros, mon père signerait l'acte de propriété de la maison à la société pour effacer la dette. En échange, il pourrait continuer à y vivre en tant que locataire, en payant un loyer. Cela lui permettrait de garder l'apparence de la propriété. Personne au club de golf ne saurait qu'il n'était plus propriétaire du manoir. C'était l'appât parfait pour un narcissique. La réunion s'est tenue dans la salle de conférence de Julien. J'y étais, mais pas dans la pièce même. J'étais dans le bureau adjacent, observant à travers les stores, écoutant via le haut-parleur. Mes parents sont arrivés, l'air décontenancé. Mon père portait un costume trop serré, et transpirait à travers sa chemise. Ma mère était pâle. Anthony et Sarah étaient là aussi, pour le soutien moral, ce qui signifiait surtout qu'Anthony regardait sa montre d'un air ennuyé. Monsieur Smith, a dit Julien, utilisant sa voix professionnelle. Phoenix Venture est prête à acquérir la propriété. Nous apurerons le solde de l'hypothèque en cours. Vous signerez un bail de 5 000 euros par mois. Vous restez dans la maison. Votre position sociale reste intacte.
C'est une offre généreuse, a dit mon père, essayant de paraître autoritaire, mais échouant. Nous avons eu quelques problèmes de trésorerie passagers. Cet arrangement nous convient, en attendant la clôture de ma prochaine grosse affaire. Il n'y avait pas de prochaine grosse affaire. Je le savais. Julien le savait. Il y a une condition, a dit Julien, en faisant glisser le contrat sur la table. Le conseil est très strict sur la conformité. C'est un bail à tolérance zéro. Clause 14. Mon père a plissé les yeux sur le papier. Tolérance zéro. Si vous avez ne serait-ce qu'une minute de retard sur le loyer, a expliqué Julien, ou s'il y a la moindre violation du code d'entretien de la propriété, ou baisser la clé et s'il y a la moindre preuve d'insolvabilité financière supplémentaire, le bail prend fin immédiatement. Pas de période de grâce, pas de délai d'expulsion devant les tribunaux. Vous acceptez de libérer les lieux sous 24 heures. C'est dur, est intervenu Anthony. Qui met ça dans un bail? Une société qui sauve vos beaux-parents d'une faillite publique, a rétorqué Julien. À prendre ou à laisser. Si vous refusez, nous saisissons demain. Le shérif mettra un cadenas sur la porte d'ici vendredi. Ma mère a saisi le bras de mon père. Robert, pense aux voisins. Pense à la fête de baptême du bateau. Nous ne pouvons pas être expulsés. On accepte, a dit mon père rapidement. Il a sorti son stylo Montblanc, probablement acheté avec mon argent, et a signé. Il n'a pas lu le reste du contrat. S'il l'avait fait, il aurait peut-être remarqué que le signataire pour Phoenix Venture était un certain D. Miller, mon nom de famille. Mais il était trop occupé à sauver son ego. Ils ont signé, ils ont souri, ils ont serré la main de Julien. Veuillez remercier le conseil pour nous, a dit ma mère, retrouvant son calme. Nous sommes d'excellents locataires. Je les ai regardés partir, se tapant dans la main dans le hall de l'ascenseur. Ils pensaient avoir trompé un géant de l'entreprise. Ils pensaient avoir acheté du temps. Ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Je connaissais Anthony. Je savais qu'il gérait les factures de mes parents, maintenant que papa vieillissait. Et je savais qu'Anthony était incompétent. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 semaines plus tard, le loyer était dû. C'était le 1er du mois. Le transfert électronique était programmé, mais j'ai vu la notification sur mon application bancaire, transaction échouée. Fonds insuffisants. J'ai appelé Julien immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a fait une vérification rapide. Il semble que le compte qu'ils utilisent pour les factures a été vidé hier. Un retrait important dans un casino. Anthony avait pris l'argent du loyer au casino, espérant le doubler, et avait tout perdu. Mon père ne le savait pas. Il pensait que le loyer était payé. Il était minuit 1, le 2 du mois. Ils étaient techniquement en défaut de paiement. J'aurais pu les expulser à cet instant précis, mais j'ai attendu. Je voulais que le moment soit poétique. La fête de baptême du bateau était prévue pour ce samedi. Ils allaient dévoiler le Golden Years à tous leurs riches amis. Ils allaient célébrer leur richesse volée. Julien, ai-je dit. Préparez l'avis d'expulsion, mais ne le remettez pas encore. Retrouvez-moi à la marina samedi. Amenez la police. David, a dit Julien, l'air inquiet. Ça va faire une scène. Oui, ai-je répondu. C'est le but. Samedi est arrivé. C'était une magnifique journée ensoleillée. Un temps parfait pour une fête sur un bateau. J'ai mis mon plus beau costume. C'était le seul que je possédais, celui que je portais pour les funérailles. J'ai conduit jusqu'à la marina. J'ai vu le bateau depuis le parking. Il était massif, d'un blanc étincelant avec des lettres dorées, The Golden Years. Des ballons étaient attachés à la rambarde. Des serveurs distribuaient du champagne. J'ai vu mes parents sur le pont supérieur, tenant salon. Ma mère riait, la tête renversée. Mon père fumait un cigare, pointant l'horizon comme s'il possédait l'océan. Sarah et Anthony étaient là, exhibant la Porsche sur le parking avant de monter sur la passerelle. J'ai marché vers le bateau. Je ne boitais pas. Ma fille était à la maison avec Caleb, en sécurité, en pleine guérison. Je marchais la tête haute. Je suis monté sur la passerelle. Le garde de sécurité a tenté de m'arrêter.
Monsieur, votre nom est-il sur la liste? Je n'ai pas besoin d'être sur la liste, ai-je dit assez fort pour que les gens entendent. Le bateau m'appartient. Le garde a eu l'air confus, sa main hésitant sur sa radio. Excusez-moi, laissez-le passer, une voix a tonné depuis le pont supérieur. C'était mon père. Il me regardait de haut, son visage mêlant agacement et amusement. Laissez monter mon fils. Il est probablement venu s'excuser. La foule s'est écartée alors que je marchais sur le pont principal. C'était une mer de costumes en lin et de robes de créateurs. J'ai vu des voisins avec qui j'avais grandi, des associés de mon père, des gens qui jugeaient la valeur d'une personne à la taille de son compte en banque. Je suis monté à l'étage. La musique, un groupe de jazz en direct, s'est tu alors que les gens remarquaient l'attention. David, a dit ma mère, s'avançant avec un sourire forcé. Nous ne pensions pas que tu viendrais. As-tu réglé ta situation financière? Sarah a gloussé derrière sa main. As-tu vendu le pick-up, Dave? Ou es-tu ici pour demander les restes? Anthony a renchéri, s'appuyant contre la rambarde. Et, si tu as besoin de cash, j'ai un billet de 20 dans ma poche. Tu pourras laver la Porsche pour moi plus tard. Des rires ont parcouru les invités. Mon père a tiré sur son cigare. Allons, allons, soyons charitables. David, si tu es ici pour faire amende honorable après ton éclat du mois dernier, nous acceptons. Nous sommes une famille qui pardonne. Je me tenais là, les regardant. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. À la place, j'ai ressenti une satisfaction froide et implacable. Je ne suis pas ici pour m'excuser, papa, ai-je dit. Ma voix était stable, portant sur le pont silencieux. Et je ne suis pas ici pour les restes. Alors pourquoi es-tu là, a demandé mon père, les yeux plissés. Pour nous embarrasser? Non, ai-je dit. Je suis ici pour inspecter ma propriété. Ta propriété? Mon père a ri. Un rire sonore et confiant. Tu as bu, mon fils? Ce bateau a coûté un demi-million. Tu ne pourrais pas t'offrir l'annexe. En fait, ai-je dit, en plongeant la main dans la poche de ma veste. Si, je le peux, parce que vous l'avez acheté avec mon argent. La foule a murmuré. Le sourire de ma mère affaiblit. David, arrête ces bêtises immédiatement. Julien, ai-je appelé. Julien est monté sur le pont depuis les escaliers derrière moi. Il était suivi par 2 officiers de police en uniforme et un adjoint du shérif. Le silence sur le bateau était total. Qui est-ce, a exigé mon père, en reculant. Officier, évacuez ces gens. C'est une fête privée. Monsieur Robert Miller, a dit Julien, sa voix projetant clairement. Je suis Julien Thorne, avocat de Phoenix Venture LLC. Le visage de mon père est devenu livide. Phoenix. Attendez. Nous avons un accord. Nous avons un bail. Vous aviez un bail, a rectifié Julien. À partir de minuit 1, le 1er du mois, vous êtes en défaut. Le paiement n'a pas été reçu. C'est impossible, a bafouillé mon père. Anthony paie les factures. Il s'est tourné vers Anthony. Anthony était soudainement très intéressé par ses chaussures. Il a commencé à reculer vers les escaliers. Anthony, a hurlé ma mère. J'ai fait le transfert, a menti Anthony, sa voix aiguë et paniquée. Ce doit être une erreur de la banque. Ce n'était pas une erreur, a dit Julien calmement. Les fonds ont été retirés au casino Golden Palace. Nous avons les relevés bancaires. La foule a eu un mouvement de recul. Ma sœur Sarah a regardé son mari avec horreur. Quoi qu'il en soit, a continué Julien, en vertu de la clause 14 de votre contrat, le bail est résilié. Phoenix Venture exerce son droit de possession immédiate de la résidence. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié mon père. Je vais vous poursuivre. Je vais parler au propriétaire. J'ai fait un pas en avant. Tu lui parles, papa. Mon père s'est figé. Quoi? Phoenix Venture, ai-je dit. C'est moi. Je suis le propriétaire. J'ai racheté votre dette. Je possède l'hypothèque de la maison. Et grâce à la clause de garantie croisée que vous avez signée sans la lire, je possède aussi ce bateau.
Ma mère a porté une main à sa poitrine, chancelante. David, toi? Oui, ai-je dit. J'ai gagné à la loterie, maman. La semaine même où tu m'as dit qu'une boîterie apprendrait la responsabilité à Lily. J'avais assez d'argent pour m'en aller, vivre ma vie et ne plus jamais vous revoir. Alors pourquoi, a chuchoté mon père, le cigare tombant de ses doigts. Pourquoi faire ça? Parce que vous l'avez volé, ai-je dit, la voix montant d'un ton. J'ai sorti de ma poche les papiers que Julien avait préparés. Le fonds fiduciaire, l'argent de grand-mère et grand-père. Tu as imité ma signature. Tu as imité celle de Caleb. Tu as imité celle de Sarah. Tu as volé 200 000 € à tes propres enfants et petits-enfants pour acheter ça. J'ai désigné le bateau du geste. C'est un mensonge, a hurlé mon père. Ce n'est pas un mensonge, monsieur. L'un des policiers s'est avancé. Nous avons le rapport de police scientifique. Nous avons le mandat. Mandat? Mon père a regardé les menottes à la ceinture de l'officier. Vol qualifié et fraude, a dit l'officier. Robert Miller, vous êtes en état d'arrestation. Ma mère s'est mise à hurler. C'était un cri brut, hideux, qui a brisé l'atmosphère polie de la marina. Non, vous ne pouvez pas. Nous sommes des piliers de cette communauté. Vous êtes des voleurs, ai-je dit froidement. Vous avez volé une petite fille de 7 ans qui avait besoin d'une opération. Vous avez laissé votre petit-fils vendre ses outils pour réparer vos erreurs. Vous vous êtes moqué de ma pauvreté alors que vous dépensiez mon argent. Je me suis tourné vers les invités. Ils regardaient, bouche bée, leurs verres oubliés. La fête est finie, ai-je annoncé. Tout le monde doit débarquer maintenant. Ce vaisseau est saisi comme pièce à conviction. L'humiliation était totale. Les amis que mes parents avaient passé leur vie à vouloir impressionner se sont précipités vers la sortie. Ils ne regardaient pas mes parents, ils regardaient le sol, leur téléphone, n'importe quoi pour fuir la ruine de la famille Miller. Anthony a tenté de s'éclipser dans le chaos. Pas toi, ai-je dit, le pointant du doigt. Et pas la Porsche. Anthony s'est figé. La voiture est à mon nom. En fait, est intervenu Julien avec fluidité, la voiture est louée sous le nom de la société holding familiale, qui a été utilisée comme garantie pour la maison. Puisque la maison est en défaut de paiement, les actifs de la holding sont gelés. Donne-moi les clés, Anthony. Anthony a regardé Sarah. Sarah m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. David, s'il te plaît, a-t-elle sangloté. Nous ne savions pas pour le fonds fiduciaire. Papa gérait tout. Tu savais que j'avais besoin d'argent pour Lily, lui ai-je dit. Et tu as ri. Tu m'as dit que je m'en sortirais. Eh bien, Sarah, débrouille-toi. Tu vas t'en sortir. Anthony a jeté les clés sur le pont avec un juron. La police a menotté mon père. Il avait l'air petit. Il avait l'air vieux. L'arrogance avait disparu, remplacée par une confusion terrifiée. David, a-t-il plaidé alors qu'on l'emmenait. Je suis ton père. Je sais, ai-je dit. C'est la seule raison pour laquelle je ne porte pas plainte contre maman, elle aussi. Pour l'instant. Pourtant, je les ai regardés le traîner sur la passerelle. Ma mère courait après eux, en gémissant. Anthony et Sarah étaient debout sur le quai, en train de se disputer, leur voiture envolée, leur maison envolée. Je me tenais seul sur le pont du Golden Years. J'ai regardé l'eau. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Le récit se poursuit ainsi, décrivant la vente de la maison, l'installation de Caleb dans son propre garage, et la rééducation réussie de Lily. 3 ans plus tard. 3 années ont passé depuis le jour où je suis monté sur ce bateau. La vie s'est installée dans un rythme magnifiquement banal. Le garage de Caleb, C&L Auto, est maintenant le meilleur du comté. Il a ouvert un 2e établissement le mois dernier. Il sort avec une fille charmante, une enseignante, qui adore le fait qu'il rentre à la maison en sentant l'huile. Il a acheté une maison à 2 rues de la mienne. Nous dînons ensemble tous les dimanches. Lily a 10 ans maintenant. Elle joue au foot. Elle est attaquante. Elle est agressive, rapide et courageuse. Quand elle marque un but, elle ne regarde pas la foule pour chercher des applaudissements. Elle me regarde, moi, et je suis toujours là.
Mon père est toujours en prison. Il écrit des lettres parfois. Je ne les ouvre pas. Je les mets dans une boîte au grenier. Peut-être qu'un jour, Lily voudra les lire pour comprendre d'où elle vient. Mais pas aujourd'hui. Ma mère vit dans un petit appartement en centre-ville. Je lui envoie une carte cadeau d'épicerie une fois par mois, anonymement. Ce n'est pas du pardon, c'est de l'humanité élémentaire. Je ne lui rends pas visite. Je n'appelle pas. Certaines toxicités ne peuvent pas être filtrées, il faut juste boucher le puits. Sarah et Anthony ont divorcé. Anthony a déménagé à Vegas, poursuivant un énième plan pour devenir riche rapidement. J'ai entendu dire qu'il conduit un taxi. Sarah travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Nous nous sommes croisés au centre commercial une fois. Elle avait l'air fatiguée. Nous nous sommes fait un signe de tête comme des inconnus partageant un souvenir oublié, et nous avons continué notre chemin. J'ai encore la majorité de l'argent de la loterie placée. Je vis de mes revenus de paysagiste. J'ai réalisé que l'argent ne résout pas les problèmes, il ne fait que magnifier ce que l'on est vraiment. Si vous êtes égoïste, l'argent fait de vous un monstre. Si vous êtes bon, l'argent fait de vous un bienfaiteur. Si vous êtes brisé, l'argent vous achète simplement de meilleurs masques. Je repense à ce moment dans le couloir de l'hôpital. Le moment où j'ai décidé d'arrêter d'attendre que quelqu'un me sauve. On nous apprend que la famille est un lien sacré qui ne peut être brisé. On nous dit d'honorer nos parents, de soutenir nos frères et sœurs, de subir les abus parce que le sang est plus épais que l'eau. C'est un mensonge. La citation complète est en réalité, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Les liens que nous choisissons, les amis qui deviennent des frères, la famille que nous construisons par l'action et le sacrifice, sont plus forts que la génétique dans laquelle nous sommes nés. Mes parents partageaient mon ADN, mais ils étaient des étrangers pour mon cœur. Caleb partageait ma lutte, et il est devenu mon sauveur. Je regarde souvent la cicatrice sur la jambe de Lily. C'est une fine ligne blanche à peine visible maintenant. C'est la carte de notre voyage. Elle me rappelle que nous avons tous un choix. Quand le monde vous dit non. Quand les gens censés vous protéger vous tournent le dos. Quand vous êtes au bord de l'abîme avec 5 € en poche. Vous avez un choix. Vous pouvez sauter, ou vous pouvez construire un pont. J'ai construit un pont avec un ticket de loterie gagnant, une stratégie juridique impitoyable, et la graisse sur les mains de mon frère. Je l'ai traversé, et je l'ai brûlé derrière moi. Et de ces cendres, nous avons fait pousser un jardin. Je suis assis ici, dans mon bureau à la maison, en train d'écrire ces lignes. Lily est dans la pièce d'à côté, en train de s'exercer au violon. Assez mal, je dois l'avouer, mais j'aime chaque note grinçante. Caleb va passer plus tard pour m'aider à réparer la terrasse. C'est la paix. Ce n'est pas la paix de l'ignorance, c'est la paix d'un soldat qui a déposé son épée. Je sais de quoi je suis capable. Je sais que si quelqu'un menace à nouveau ma famille, le monstre n'est pas mort, il dort simplement, et il dort avec un œil ouvert. Mais pour l'instant, je suis juste David. Je suis un père. Je suis un frère. Et je suis libre. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci. Cette histoire n'était pas facile à raconter. Elle m'a forcé à revivre les moments les plus sombres de ma vie. Mais je l'ai partagée parce que je sais que je ne suis pas seul. Il y a une leçon puissante ici sur l'établissement de limites financières et sur la loyauté toxique. Beaucoup d'entre nous sont pris en otage par l'idée que nous devons à nos membres de famille toxiques nos ressources, notre santé mentale, et notre avenir. Ce n'est pas vrai. Mes parents utilisaient l'argent comme une arme pour contrôler, pour humilier, et pour manipuler. Ils pensaient que leur richesse leur donnait le droit de dicter ma valeur. Mais dès que j'ai cessé de chercher leur validation et que j'ai commencé à protéger mon propre cercle, leur pouvoir s'est évanoui. La leçon la plus importante est celle-ci, vous êtes le PDG de votre propre vie. Vous avez le droit de licencier les membres toxiques de votre conseil d'administration, même s'ils partagent votre nom de famille. Vous avez le droit d'auditer vos relations. Si quelqu'un retire plus d'amour et d'énergie qu'il n'en dépose, il est en train de mettre votre âme en faillite. Coupez les ponts. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû faire le choix difficile de couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver, vous ou vos enfants? Ou peut-être avez-vous été le Caleb dans la vie de quelqu'un? Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot liberté,
si vous croyez que la paix vaut plus que les apparences, ou racontez-moi votre histoire. Je lis chacun d'entre eux. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait ressentir la colère et la joie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Cela aide d'autres personnes à trouver ces histoires de justice et de rédemption. D'ici la prochaine fois, continuez à marcher la tête haute. Vous vous en sortirez. Comme toujours.